Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 26 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, Andrei Martianov, est avec nous. Bon retour parmi nous, Andrei. Avec plaisir. Andrei, permettez-moi de commencer par l'une des dernières nouvelles concernant un nouveau chasseur, un F-18, abattu par le système de défense aérienne iranien. Voici les images de cet événement. Ouais. Il semble, Andrei, que plus tard, quelque part au-dessus de l'océan, il se soit simplement écrasé. Le chasseur est tombé en mer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais selon les médias iraniens, le tir aurait été effectué avec l'un de ces systèmes de défense aérienne portatifs. Oui, ce sont des manpads. Oui, très probablement des versions plus anciennes du Strela. Mais encore une fois, il faut comprendre qu'ils ne visent généralement pas une destruction cinétique directe. Ils ont une ogive, et le système de guidage est à poursuite infrarouge. Ils se verrouillent donc sur la partie la plus chaude de l'appareil, les tuyères d'échappement du moteur. C'est là que l'on voit les éclats. De loin, on pourrait croire qu'il ne s'est rien passé. Mais en réalité, cela crée beaucoup de trous, disons-le ainsi, dans le fuselage, et cela peut évidemment endommager des systèmes critiques. Donc, le F-18 n'est pas le type d'avion capable de supporter ce genre de dégâts tout en continuant à fonctionner. Et bien sûr, l'A-10 Warthog, par exemple, il est lent, mais il est très résistant. Il peut encaisser énormément, croyez-moi. Il en va de même, par exemple, pour le Su-25 russe, que l'OTAN appelle Frogfoot. Mais évidemment, avec les missiles plus récents, je pense que celui-ci était un modèle plus ancien, les missiles plus récents, en particulier l'Igla, et bien sûr le Verba, le plus récent, peuvent abattre à peu près n'importe quoi. Donc je ne sais pas ce qu'il en est concernant les manpads, mais je suis absolument certain que l'Iran en possède un très grand nombre, suffisamment pour tenir des années peut-être. Et nous ne savons pas ce que la Russie et la Chine fournissent. Mais aujourd'hui, M. Pezeshkian, le président, a exprimé sa gratitude envers la Russie pour son soutien à l'Iran. Donc c'est un peu comme « Oh d'accord, qui sait ?» Mais oui, quiconque pense que les États-Unis peuvent assurer un appui aérien rapproché dans ou près de l'Iran, eh bien il y a des manpads sur place, et ils abattront la plupart des appareils qui tenteront de le faire. C'est ce que nous constatons. Et ce n'est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière. Surtout s'ils décident d'envoyer des troupes au sol, bien que, d'après l'article d'aujourd'hui dans le New York Times, que j'ai déjà publié sur mon blog, disant que l'armée américaine combat désormais à distance, travaille à distance. Je n'avais jamais entendu parler de ça. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, Andrei? Je ne sais pas. J'ai dit que cela défie, comme l'a affirmé Karl Marx. Vous savez, l'histoire se répète d'abord comme tragédie, puis comme farce. Nous avons dépassé la farce. Nous sommes dans un état de... Je ne sais même pas comment le qualifier. C'est en gros un panoptique total. Travailler à distance, oui. Redéployer un bataillon de cavalerie depuis la cave ou le sous-sol du Hilton des Émirats arabes unis vers le Sheraton du Koweït. Enfin, je ne sais pas. Il y a des choses qui défient toute forme de bon sens, sans parler du bon sens militaire et certainement de la vision professionnelle de la guerre. Mais c'est en réalité le signe à quel point les États-Unis et Israël sont en train de perdre pied. Et ils le perdent de manière catastrophique, en fait. Andrei, ces 2 ou 3 derniers jours,
Donald Trump a parlé à plusieurs reprises de la situation. Mais au lieu de passer l'extrait où Donald Trump explique à quel point il gagne, j'ai une vidéo spéciale qui montre à quel point Donald Trump est en train de tout remporter. Voici la vidéo. Nous allons tellement gagner que vous en aurez peut-être même assez de gagner. Vous direz, s'il vous plaît, c'est trop de victoires. Nous n'en pouvons plus, Monsieur le Président, c'est trop. Et je répondrai, non, ce n'est pas trop. Nous devons continuer à gagner. Il dit littéralement la même chose à Ignore à ce moment quand il s'agit de... Oui, je veux dire, je ne sais pas dans quel état mental il se trouve. Ce n'est clairement pas sain, vraiment pas sain. Et quand on regarde surtout son ministre de la guerre, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, ce type a vraiment besoin de suivre, tu sais, un traitement sérieux avec toutes sortes de médicaments puissants pour le remettre d'aplomb. Parce qu'ils savent bien que c'est une catastrophe pour les États-Unis. Certains disent que c'est un moment Suez. Eh bien, le moment Suez ne rend même pas compte de l'ampleur de la catastrophe historique qui a déjà commencé. L'Iran est en train, en quelque sorte, de lire les derniers sacrements du mondialisme tels qu'il existait auparavant. Et oui, on peut déjà dire que la chose la plus terrifiante pour Washington s'est produite. C'est la fin de l'ère du pétrodollar. C'est terminé. Pas comme « Oh oui, c'est fini, c'est en train d'arriver. On savait que ça allait arriver. » Mais là, c'est comme « Voilà, c'est fait. C'est un fait accompli. » Et maintenant, le jury, en quelque sorte, parce que tout le monde essaye d'acheter du pétrole en yuan, certains en roubles, dans d'autres monnaies nationales. Et oui, le dernier que j'ai entendu, c'était l'Espagne, qui a été autorisée à passer par le détroit d'Ormuz. Donc évidemment, on savait que les Chinois et les Russes naviguaient librement, et ils sont de grands soutiens de l'Iran, comme on le sait tous. Puis soudainement, l'Inde, on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre l'Inde et l'Iran, et maintenant l'Espagne les a rejoints. Donc l'Espagne, c'est un pays riche en Europe avec le pétrole et tout ça. Mais oui, c'est une situation catastrophique pour Trump. Et la seule chose qu'il puisse faire maintenant, c'est manipuler. Et même pas les vrais marchés. Ils ne manipulent pas. Ils ne comprennent pas Trump ni ses gens à Washington. Ils ne comprennent pas ce qu'est la véritable économie. Ils fonctionnent selon le point de vue de ceux qui gagnent de l'argent grâce à la spéculation à Wall Street. Vous savez, ces gens avec leurs choses en papier fictive. Or papier, pétrole papier, gaz papier, peu importe. C'est inutile. Je veux dire, la réalité c'est encore que, d'après ce que j'ai lu aujourd'hui, le pétrole physique réel se vend jusqu'à 170 $ le baril. Et oui, il a essayé de le manipuler hier. Il ment tout le temps. Il faut dire que, eh bien, ses copains de Wall Street ont gagné un peu d'argent et, vous savez, ont essayé d'une manière ou d'une autre de stabiliser le marché. Mais ils n'y arrivent pas. Même aujourd'hui, ça a encore augmenté. Et ça continuera d'augmenter. Et on ne peut pas expliquer cela à ces gens-là qui ont grandi en pensant que Wall Street, c'est la vraie économie. Non, que gagner de vrai est d'une certaine façon détaché du produit réel. Et nous en sommes là. Et l'Iran l'a prouvé. Et voilà. Les gens ne vont plus acheter de pétrole en dollars. Vous savez, le plus grand vassal des États-Unis en Asie du Sud-Est, les Philippines, qui littéralement lèchent les bottes des Américains, parle maintenant avec la Russie. Ils ont besoin d'énergie venant de la Russie. Alors devinez quoi? Les Russes diront « D'accord, si vous pouvez payer en dollars, très bien, mais il y a les roubles, il y a les yuan. Nous acceptons les yuan, pas de problème. Les roubles, très bien. » Donc le monde entier, le monde de Trump, s'effondre autour de lui. Et il n'est clairement pas dans un état mental sain. André, tout le programme, tu sais, du côté de l'administration Trump lorsqu'ils ont commencé cette guerre, reposait essentiellement sur la puissance aérienne et la marine.
Et en intervenant avec la puissance aérienne, jusqu'à présent, d'après ce que nous avons vu, plusieurs avions de chasse ont été abattus ou touchés par le système de défense aérienne iranien, ce qui coûte cher aux États-Unis. Oui, et la marine est tout simplement trop éloignée des côtes iraniennes. Le Gerald Ford ne fonctionne plus vraiment. L'Abraham Lincoln est loin des côtes iraniennes. Comment vois-tu la situation sur ces deux fronts, avec ces deux outils entre les mains de l'armée américaine face à l'Iran? J'ai écrit 4 livres à ce sujet. Les États-Unis ne savent pas ce qu'est une vraie guerre. Je ne parle même pas du public américain, qui est totalement inconscient de ce que signifie une véritable guerre, car les États-Unis vivent isolés du reste du monde par 2 océans et n'en ont jamais fait l'expérience. Et je ne parle pas de cet argument ridicule. Oui, mais nous avons eu une guerre civile. Cela n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le reste du monde. Il en va de même pour l'armée américaine. On ne peut pas expliquer cela à une armée dont l'ADN culturel et doctrinal est celui d'une force expéditionnaire. Elle ne comprend pas les véritables opérations terrestres, des opérations combinées à grande échelle contre un ennemi capable. Les États-Unis n'ont pas combattu un ennemi capable depuis le Vietnam. Je veux dire, battre, tu sais, l'armée semi-lettrée et corrompue de Saddam, ou les puissantes forces aériennes des talibans, avec bien sûr leur redoutable défense anti-aérienne talibane. Oui, ils se sont enivrés de leur propre propagande. Mais la réalité, c'est que toutes ces idées qui ont été inculquées aux forces terrestres des États-Unis par les généraux du Blitzkrieg, ceux qui ont en grande partie rédigé les doctrines de l'OTAN, tous ces généraux nazis et de la Wehrmacht, d'Erich von Manstein à Hauser et d'autres, ont été officiellement employés par l'armée américaine. Et donc, il existe cette doctrine, tu vois, selon laquelle, tous les 5 ans environ, la marine des États-Unis, qui est une marine glorieuse avec une histoire incroyable, évidemment, une démonstration de courage et de professionnalisme. Ainsi, les États-Unis n'ont aucune raison de ne pas être fiers de leur grande marine. Mais le problème, encore une fois, c'est que la vie a tellement changé. Et ces doctrines, toutes sortes de modifications de cette Blitzkrieg et de la puissance aérienne, ont également évolué. L'expérience qu'ils ont acquise dans le théâtre européen de la guerre et même au Vietnam, en matière de puissance aérienne, n'est pas une véritable expérience dans le sens où elle ne reflète pas un combat contre une nation capable, importante et prête à riposter. Et c'est, vous savez, la bataille air-terre, la bataille air-mer, et puis bien sûr les concepts issus de la mer. Toutes ces opérations amphibies. Tout cela convient aux pays du tiers-monde, pardonnez-moi l'expression, des trous à rats, avec des populations et des forces armées incapables de tirer droit. L'Iran, en revanche, n'est pas un pays du tiers-monde, et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il dispose d'une capacité industrielle considérable et d'un complexe militaro-industriel. Son armée est plutôt compétente. Et si l'on regarde aujourd'hui la majorité de la direction iranienne, je ne parle pas du CGRI, mais des gens ordinaires. Beaucoup d'entre eux sont des anciens combattants. Ils ont traversé la guerre Iran-Irak, et l'Irak était soutenu par le monde entier, de l'Union soviétique aux États-Unis et à l'Europe. Et pourtant, l'Iran a tenu bon. Alors, que puis-je dire? Je veux dire, ce sont des gens d'un niveau intellectuel complètement différent, avec une vision spirituelle de la guerre différente. Regardez ça, des clones comme Kellogg ou peu importe, ces généraux américains qui ont perdu toutes les guerres auxquelles ils ont participé. Ils n'apprennent pas, ils ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Ils n'ont manifestement pas ce qu'on appelle un organe moral, spirituel et intellectuel. Il y a une boîte à outils, comme vous l'avez justement dit, qui leur permet de voir à travers les choses. Parce qu'évidemment, l'armée des États-Unis compte des gens courageux, braves et compétents.
Mais tout le monde vous le dira. Vous pouvez demander à Danny Davis, vous pouvez demander à Doug McGregor, qu'une fois que vous atteignez le grade de colonel et jusqu'à celui de général, la seule chose qu'il faut savoir, c'est comment être politique. Comment, vous savez, lécher les bottes. Et c'est ce qu'ils font. Vous ne progressez pas en tant que professionnel militaire ou chef de combat parce que personne n'a besoin de ça. Vous savez, à Washington, D.C., ils savent que personne ne veut vraiment les attaquer. D'accord? Donc il y a une atmosphère détendue à bien des égards. Et par conséquent, quelle que soit la compétence que les États-Unis avaient en matière d'opération, de technologie militaire et de doctrine, en particulier les doctrines de combat, tout cela est obsolète. Et encore une fois, j'ai écrit il y a 9 ans mon premier livre, Losing Military Supremacy, où je l'avais déjà affirmé. Il y a 9 ans, j'ai dit que tout cela était faux, en gros. Vous savez, c'était largement surestimé, largement exagéré. Vous avez Hollywood, essentiellement Hollywood, qui est la machine de propagande de l'armée américaine. Mais la réalité, c'est que la table d'organisation et d'équipement, le TOE, des forces armées américaines, n'est tout simplement pas conçue pour mener une véritable guerre. C'est aussi simple que cela. Elle est obsolète. Elle est restée bloquée à la fin des années 1980, au début des années 90. Et maintenant, quand on regarde tout ce qui se passe, y compris ce qui se déroule en Israël, qui est pilonné, réduit en miettes, je viens de montrer cette interview à la télévision israélienne, où le maire de Margalit, qui a été pratiquement anéanti par les forces iraniennes et du Hezbollah, pleurait en direct à la télévision en disant « Bibi, envoie-nous de l'aide ». Eh bien, il n'y a pas d'aide. C'est bien là le problème. Ils ne comprennent pas que c'est tout. Les États-Unis, avec l'OTAN, ont été démilitarisés au cours des 4 dernières années, pendant l'opération militaire spéciale. Et soudain, nous en sommes là. Ils ne peuvent rien soutenir. Ils ne peuvent pas maintenir des opérations. Ils ne peuvent pas réunir la force nécessaire, disons, pour combattre l'Iran, pour vraiment envahir l'Iran et atteindre un objectif politique de l'ampleur d'un changement de régime. Vous savez, renverser l'ayatollah et ce genre de choses. Eh bien, il faudrait environ 2 millions de personnes. Les États-Unis peuvent-ils fournir une telle armée? Non, ils ne le peuvent pas. Et ce serait de toute façon une armée creuse. Oui. En fait, sur la chaîne 13 en hébreu, ils ont mentionné que le chef d'état-major avait averti hier soir, lors du Conseil des ministres, que l'armée israélienne était au bord de l'effondrement interne. Parce qu'il a dit, tu sais, l'armée ne peut pas tenir. Ce n'est pas, Andrei, que se passe-t-il en ce moment? Les Israéliens ne combattent littéralement plus les Iraniens. Les États-Unis, d'une certaine manière, oui, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils utilisent les États-Unis comme une force mercenaire contre l'Iran. C'est incroyable. Oui, les États-Unis n'ont pas de souveraineté dans leur politique étrangère. Elle est contrôlée depuis Tel Aviv. En gros, on peut rester ici à spéculer sur ce que c'est. Évidemment, il pourrait s'agir des dossiers Epstein utilisés pour, éliminer Trump politiquement. C'est désormais un cadavre politique, en phase de décomposition. On peut donc probablement s'attendre à une catastrophe pour le Parti républicain, et pour de bonnes raisons. Vous savez, ce système bipartite est une absurdité. Il ne fonctionne pas et il est totalement corrompu. Et donc, quand on regarde ces fanatiques du Parti républicain, dont la majorité soutient Israël, que voulez-vous que je dise? Eh bien, on verra ce que donneront les élections de mi-mandat. Mais J.D. Vance peut tout aussi bien oublier sa présidence, vous savez, sa chance d'y accéder. Et oui, la soi-disant machine politique américaine s'est tout simplement arrêtée. Et voilà. Et que puis-je dire? C'est fini. Les États-Unis étaient d'abord un hégémon autoproclamé.
Vous savez, ils ont évidemment connu une très bonne période à partir de 1941, lorsque les conséquences de la Grande Dépression avaient été surmontées. Les États-Unis sont passés en 1941, en 4 mois je crois, de plus de 25% de chômage au plein emploi. Vous imaginez ça? Eh bien, c'est pour ça que beaucoup de ces gens aiment la guerre. Ils pensent qu'on est encore pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas le cas. Nous sommes en 2026 et les choses ont changé de manière spectaculaire, surtout sur le plan technologique. Et maintenant, quand ils se font malmener par tout cela, c'est juste... Encore une fois, j'ai lu aujourd'hui cet article du New York Times et c'est comme l'armée américaine, désormais des forces terrestres qui opèrent à distance. Je ne sais pas. Imagine a mob to curse you. I don't know. I mean, I have no words to describe it, okay? Est-ce que ce sont des experts militaires qui écrivent ces articles? Parce qu'ils semblent avoir beaucoup de perspicacité. Il faut l'admettre, ils en savent vraiment beaucoup sur ce qui se passe à l'intérieur du système. Je ne sais pas. Enfin, peu importe qui l'a écrit, je peux le vérifier. Pas sur cet ordinateur, mais sur l'autre, celui avec l'abonnement. Donc oui, je peux voir qui a écrit ces articles. Mais tu peux aller jeter un œil, en fait. Laisse-moi juste dire que c'est à peine croyable, tu vois? Ça te laisse sans voix. Mais oui, Trump est en train de gagner de façon spectaculaire. Oui. Andrei Axios a rapporté que le Pentagone se prépare à une frappe finale massive dans la guerre contre l'Iran. Il parle de forces terrestres combinées à une vaste campagne de bombardement. Nous savons que les États-Unis ont jusqu'à présent essayé d'utiliser ensemble des avions de chasse et des marines. En ce moment, ils déploient 12 000, disons 20 000 soldats dans le golfe Persique. En quoi cela va-t-il aider les États-Unis? Non, cela ne va pas aider les États-Unis. Cela va tuer beaucoup de militaires américains. Vraiment beaucoup. Encore une fois, si vous lisez n'importe quelle publication doctrinale de l'armée américaine, les manuels de campagne, en particulier le FM 3.0 sur les opérations, tout y parle de submerger l'ennemi, déclencher nos tirs à longue portée. Maintenant, il faut expliquer à ces gens que les tirs à longue portée, tels qu'ils sont écrits et présentés, ne fonctionnent plus comme ça, parce que l'ennemi dispose lui aussi de tirs à longue portée, et très souvent, les siens vont beaucoup plus loin. Et les États-Unis n'ont pas de véritable défense aérienne viable. Point final. C'est aussi simple que ça. Qu'ont-ils? Regardez bien. Qu'est-ce que la défense aérienne à courte portée? Oh, vous prenez un Stryker ou un Humvee, vous y collez un Stinger. Ah oui, nous avons du SHORAD. Ça ne fonctionnera contre rien. D'accord? It's not going to work against anything, okay? So, and it might work against some Et cela pourrait peut-être fonctionner contre un hélicoptère. Mais les drones produisent une signature infrarouge très faible. Et ensuite, que reste-t-il? Ah, l'étape suivante, c'est le NASAMS. Qu'est-ce que le NASAMS? C'est essentiellement un Frankenstein de la défense aérienne. On prend l'IM-120 AMRAAM, qui est un missile RR, on en fait un Frankenstein, on le fixe sur une plateforme, on y ajoute quelques capteurs et on déclare que c'est un système de défense aérienne viable. Ce n'est pas le cas. En fait, il échoue la plupart du temps. Et encore, ce n'est qu'un exemple. Le Patriot. Le Patriot n'est même pas quelque chose dont on peut parler sérieusement. Nous savons maintenant que les États-Unis exigent que l'Ukraine restitue ce qu'il reste des patriotes là-bas. Cela dit, tout ce qu'il faut savoir. Et comment vont-ils défendre leur zone de rassemblement? Comment vont-ils défendre leurs points forts? Comment? Quoi? Ils pensent pouvoir former leur colonne de bataillons ou de compagnies et attaquer sur le terrain iranien. Franchement, j'ai un pont à vendre à ces gens-là. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas d'expérience. Ils ne comprennent pas comment on peut commander une force qui nécessite une mise en place, comme je l'ai déjà dit. Il faudrait au moins 1,5 million à 2 millions de personnes
pour entrer dans un pays comme l'Iran et y atteindre un quelconque objectif politique. Quelles seraient les pertes? Elles seraient horribles. Le Vietnam semblerait une promenade de santé à côté de ça. Et quelqu'un a fini par dire « Oh oui, tout cela pourrait ressembler à Gallipoli plutôt qu'à… » Et Gallipoli, laissez-moi vous dire, en 10 mois, 56 000 morts au combat. Et il y en avait 130 000 ou 180 000. Within 10 months, 56,000 KIAs, there were 130 or 180,000 wounded for Entente forces. Blessés pour des forces sans talent. Près de 8 000 ont été faits prisonniers par les Turcs. Donc s'ils veulent ce genre de résultat, je ne sais pas ce qui va se passer aux États-Unis. Veulent-ils rétablir la conscription? Il y aurait une révolution dans ce pays. Et c'est bien là tout le problème. Il n'y a pas de bonnes options. Trump n'a jamais compris que les Russes lui offraient pendant environ 6 mois quelques issues de secours en Ukraine. Il n'a pas compris, il ne les a pas saisies. Il a échoué lamentablement à ce niveau. Maintenant, il se retrouve dans la position de « que vas-tu faire ?» Lui, eh bien, nous savons qui il est. Nous savons qui le contrôle. Israël le contrôle. Ils ont besoin d'une escalade. Escalade avec quoi? La première question est « avec quoi ?» Les États-Unis disposent-ils de la force nécessaire? Toute personne normale, tout professionnel militaire doté d'un esprit opérationnel dirait « nous ne l'avons pas ». Nous n'en avons pas assez. Il faudrait donc mobiliser tout le pays. Bonne chance avec ça, tu vois. Alors, que font-ils? Veulent-ils commettre un crime de guerre contre leurs propres troupes? Envoyer les gars sur l'île de Keshm ou à Karg, tu vois, et penser qu'ils peuvent garder un bout de terre. Ils mourraient chaque jour en grand nombre. Et que vas-tu faire? Je ne sais pas. C'est l'administration Trump, enfin, pas vraiment Trump, c'est essentiellement l'administration Netanyahou. Et comme je l'ai dit de nombreuses fois, je le répète encore, les États-Unis n'ont pas de Congrès américain. Ils ont la Knesset de bureau. Point final. C'est en gros déjà écrit. Pas dans le sable, c'est écrit sur le mur maintenant. On peut voir l'écriture sur le mur. André, je suis sûr que tu as vu Keith Kellogg affirmer qu'une opération contre l'Iran sur l'une de ces îles du Golfe serait un succès, qu'elle donnerait un formidable levier aux États-Unis. Ce type, tu sais, tu te souviens de lui pendant la guerre en Ukraine. Je ne sais pas. Je veux dire, ces gens, ces généraux américains, tous ces Ben Hodges, Petraeus, Kellogg, Keane, ils font honte à l'armée américaine, qui a en réalité un bilan plutôt pathétique. La seule chose à laquelle ils peuvent se raccrocher, c'est la guerre du Golfe de 1991, où ils ont écrasé une armée fondamentalement incompétente et non professionnelle. Voilà, c'est tout. Tout le reste a été perdu. Ils ne savent pas mener une vraie guerre et ils sont incapables d'en exécuter une. Alors la seule chose dont ils parlent, c'est de cette stupide affaire en Irak. Et devine quoi? Ils ne peuvent même plus défendre la zone verte maintenant. Les forces chiites irakiennes peuvent apparemment la frapper à volonté. Elles lancent des drones et détruisent tous ces systèmes radars et de défense aérienne. Donc, est-ce qu'ils sont crédibles? Non. Ils ne savent rien. Je veux dire, ils ont été au Vietnam. Kellogg était au Vietnam. D'accord, alors comment ça s'est passé? Demandez-lui. On a cette parade de généraux américains. Ils sont complètement grisés par leur propre discours. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont totalement enfermés dans les problèmes de leur propre vie. Et certains sont probablement touchés par la démence ou autre chose du genre. Ils ont besoin de mentir, et ils l'ont fait. Ils ont menti à propos de l'Ukraine pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus. Et maintenant, nous avons cette situation. Mais encore une fois, il y a un livre remarquable de Tim Bakken, paru en 2018. Il s'intitule « The Cost of Loyalty ». Il fait partie du corps enseignant de l'Académie militaire des États-Unis à West Point. Ce qu'il y écrit est effroyable.
Je ne sais même plus quel genre de corps d'officiers les États-Unis ont aujourd'hui. Voici, André, ce qu'a déclaré le général Jim Mattis, ancien secrétaire à la défense des États-Unis et commandant du CENTCOM. Ce que nous voyons, c'est une situation où la précision des frappes ne compense jamais l'absence de stratégie. Par là, je veux dire que 15 000 cibles ont été touchées. Il y a eu des succès militaires significatifs, mais ils ne s'accompagnent pas de résultats stratégiques. Or, certains des objectifs stratégiques initiaux, reddition inconditionnelle, changement de régime, nous allons dicter qui sera le prochain dirigeant suprême, étaient clairement absurdes. C'était une illusion. Je pense, André, que lorsqu'il s'agit de l'armée, corrige-moi si je me trompe, les opérations militaires doivent prendre en compte le fait que peu importe à quel point tu frappes ton ennemi avec puissance, ce qui compte, c'est le résultat de ce que tu fais. Eh bien, je veux dire, si Jim Mattis ne sait pas que les guerres se gagnent au niveau opérationnel et stratégique, et pas simplement en faisant exploser des cibles, c'est ce qu'il essaye de faire comprendre. Au moins, cela a du sens. Ne vous y trompez pas, je ne dénonce pas ce qu'il dit. Mais d'abord, je ne pense pas qu'il y ait eu 15 000 cibles touchées pour commencer. Encore une fois, le Pentagone fonctionne toujours, vous savez, avec des chiffres imaginaires. Et leur modèle repose sur le principe du mauvais en entrée, mauvais en sortie. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas gagner une guerre. Aucune guerre. Donc, ce qu'il dit est fondamentalement insignifiant. C'est compréhensible, vous savez. Et la question, encore une fois, c'est que les généraux américains adorent parler de stratégie. Le problème des généraux américains en général, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que sont les opérations. C'est là le vrai problème. Mattis ne sait pas ce que sont de véritables opérations interarmes. Et Thorne, ils ne le comprennent pas. Ce qu'ils ont vu dans l'opération militaire spéciale en Ukraine a été pour eux un choc culturel, et ça l'est toujours. C'est tellement au-delà de l'expérience américaine, même celle de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ne saisissent pas. L'ensemble d'outils nécessaires pour cela doit être très vaste, vous voyez? C'est un ensemble d'outils opérationnels. Évidemment, les tactiques comptent, personne ne dit le contraire. Mais tout ce que vous faites sur le plan opérationnel est ce qui vous apporte, en fin de compte, le succès stratégique. Vous voyez? Au niveau stratégique, bien sûr, il y a la stratégie de conduite de la guerre. Mais ensuite, évidemment, il faut aussi avoir la stratégie militaire, qui est essentiellement contrôlée par la grande stratégie de l'État, celle qui construit vos forces armées. Cela fait totalement défaut aux États-Unis. Les États-Unis n'ont tout simplement pas cette culture. C'est pourquoi ils apprennent quelques phrases, les répètent, mais ne comprennent pas le sentiment qui les sous-tend, pour ainsi dire. Aucune académie militaire américaine n'enseigne réellement cela, je le sais avec certitude, parce qu'ils ne peuvent pas le saisir. Ils veulent se fier uniquement à l'expérience américaine de la guerre, qui est très limitée, et c'est tout à fait naturel. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. J'ai également expliqué que si l'on regarde l'histoire de l'Iran, nos forces armées sont environ 2500 plus anciennes que les États-Unis en tant que pays, en remontant à l'Empire perse et tout ce qui s'y rattache. Il existe donc une école de pensée stratégique, de réflexion stratégique. Il n'y a pas de véritable stratège dans l'armée américaine. Il y a beaucoup de gens qui écrivent sur la stratégie, mais qu'est-ce qu'une véritable stratégie? Les États-Unis n'ont pas cette culture. Ils n'ont pas de système réel en place. Le système américain repose uniquement sur ce que l'on peut obtenir pour le prochain cycle électoral. Et les généraux américains ne servent qu'à une seule fin: savoir comment obtenir leur sinécure
dans les conseils d'administration des principales entreprises du complexe militaro-industriel. Simple. C'est un complexe politico-militaro-médiatique. Voilà ce que c'est, un complexe industriel. Et en conséquence, même lorsqu'ils prononcent des phrases qui semblent relever du bon sens, lequel d'entre eux a déjà commandé quelque chose à l'échelle d'1 million de soldats? Personne. Ils ont essayé de constituer une coalition pendant la première guerre du Golfe, et même cela n'a pas vraiment bien fonctionné. Au final, les États-Unis en sont revenus à ce qu'ils font presque toujours, des bombardements massifs, et c'est tout. Donc quand on regarde cela, il n'existe pas un seul prérequis, ni une seule base qui puisse produire des penseurs militaires d'envergure réelle. Et ensuite, évidemment, ils essaient de comparer leurs hommes à des figures de l'envergure de Gerasimov ou de Shoigu. Quand je dis que Jim Mattis se ferait ridiculiser lors d'un briefing matinal dans une réunion d'état-major au niveau d'une brigade des forces armées russes, je n'exagère pas et je n'emploie pas d'hyperbole. C'est la réalité. Et c'est bien là le problème. Ils ne le comprennent pas. Mais d'après ce que nous entendons maintenant, ce n'est pas seulement les FDI qui s'effondrent. Il y a aussi de très graves problèmes de morale dans l'armée américaine et les forces armées des États-Unis. Et cela s'explique parce que, d'abord, je comprends parfaitement le personnel américain. J'abhorre l'idée qu'ils puissent mourir, surtout mourir en combattant pour Israël. Beaucoup d'entre eux le comprennent. Ce ne sont pas des gens stupides. Beaucoup lisent les nouvelles, entendent des choses et en viennent à la conclusion qu'ils sont essentiellement sacrifiés au profit du lobby américano-israélien et d'Israël, qui commet des atrocités et est en somme un État qui ne survivra probablement pas très longtemps. Donc quand on en arrive là, il y a effectivement des problèmes. C'est une combinaison d'incompétence militaire et nous en avons les preuves. Vous pouvez écouter la colonelle Kwiatkowski, elle est formidable, une femme courageuse. Et le juge Napolitano parle aussi d'un sujet auquel beaucoup de gens n'ont pas encore réfléchi, mais sur lequel j'écris depuis, en fait, 10 ans. Quand tout sera dit et fait, quand l'Europe sera complètement coulée, ce qui est en train de se produire sous nos yeux, et que les États-Unis seront essentiellement relégués, dans le meilleur des cas, à l'hémisphère occidental, il y aura de nombreuses personnes qui seront effectivement inculpées par contumace pour crimes de guerre. Je peux vous dire une chose. Non seulement les militaires américains, évidemment, et les généraux américains qui donnaient les ordres, ainsi que les politiciens, mais aussi les personnalités médiatiques. Cela arrive aussi. Tout cela est en train de se produire. Beaucoup de gens aux États-Unis n'arrivent toujours pas à saisir la gravité de la situation, car ils sont en quelque sorte paralysés par leurs médias traditionnels. Mais pour ceux qui essayent de s'informer, tout est pratiquement à découvert. Ils peuvent déjà constater la défaite militaire catastrophique des États-Unis. Je pense que c'est évident, André. En ce moment, quiconque suit les médias iraniens comprend que Donald Trump cherche d'une certaine manière à obtenir, des discussions, des négociations. Oui. Quel est le problème là-dedans? Est-ce que c'est lié aux munitions qu'il possède? Est-ce que c'est lié au système de défense aérienne israélien, au moral des forces américaines? Quel est l'enjeu? Tout ce que tu viens d'énumérer, ce n'est jamais une seule raison. Les États-Unis n'ont pas les ressources pour se battre. Ils ne peuvent pas le soutenir. En réalité, ils ne l'ont jamais pu. Beaucoup de gens ne se souviennent pas ou ne comprennent pas encore cet événement majeur de 1971, lorsque Nixon a en gros décidé, pas d'abolir, mais de quitter l'étalon or, pour une raison simple. Les États-Unis, même à cette époque, alors qu'ils étaient véritablement un monstre industriel, une puissance industrielle, la plus grande économie du monde, ne pouvaient toujours pas soutenir la guerre du Vietnam.
Une fois que cette guerre a commencé à s'étendre, un problème est apparu. Il fallait passer à un autre mode. You need to go into some different mode, and Nixon jumped gold standard. Et Nixon a abandonné les talons or. Et c'est à ce moment-là, et je le répète, que les États-Unis étaient en substance un monstre industriel. Aujourd'hui, les États-Unis, si l'on ajuste en fonction du temps pour comparer, ne sont plus qu'une fraction pathétique de ce qu'ils étaient alors. Donc, ils ne peuvent pas tenir. Une année, quand on produit 90 missiles, 80 missiles Tomahawk en une année, je veux dire, vous plaisantez, c'est tout simplement pathétique. Et les États-Unis n'ont pas la capacité d'augmenter la production. Et même s'ils le pouvaient, l'impact financier sur le pays est déjà énorme. Il est en somme en train de mourir sous le poids de cette bulle d'argent factice, de cette bulle de produits dérivés. Ça va exploser. En fait, c'est en train d'exploser, littéralement, pendant qu'on parle. C'est pour ça que Trump a essayé de manipuler ce marché. Et ce n'est pas seulement pour faire de l'argent pour ses copains, tu sais, les spéculateurs et les escrocs comme lui, mais aussi parce qu'une fois que l'impact du pétrole physique, pas les contrats à terme, qui ne sont que de la spéculation et en gros des déchets, touche le marché, comme c'est déjà arrivé en Inde, on peut voir ce qui se passe dans les stations-service. Ça a déjà atteint l'Europe. À Los Angeles, ils ont fermé une de leurs raffineries. Et devine quoi? C'est 8,75 le gallon. Enfin, $8.75 per gallon. I mean, that's it. Trump is essentially cornered completely. C'est ça. Trump est essentiellement complètement acculé. Il mentira, essaiera de maintenir ses marchés, mais cela ne dépend pas de lui. Encore une fois, il essaye seulement de soutenir les marchés à terme, qui ne sont que de la spéculation. Le pétrole physique, réel, nous savons déjà ce qui se passe. La situation évolue à un point tel que la Russie va mettre en place, et a déjà décidé de le faire, des groupements navals mobiles, des convois en somme, des convois militaires pour les expéditions russes. Et nous avons la situation avec l'Iran qui contrôle pratiquement complètement le détroit d'Ormuz. Maintenant, le Bab el-Mandeb et la mer Rouge entrent en jeu. Donc c'est, je veux dire, je ne sais pas, quelque chose d'historique, d'incompréhensible par son ampleur, et qui vient de dire, oui, ils ont officiellement déclaré que c'est désormais appliqué. Et tu sais, qui vient de, oui, ils peuvent le faire. Ils l'ont déjà fait, donc ils peuvent le refaire. Et cette fois, ils sont probablement encore mieux préparés. Je pense que c'est un changement majeur en ce qui concerne le pétrodollar, Andrei. Pour revenir à ce que tu disais à propos de la Chine et de la Russie vend son énergie à l'Inde, mais elle ne reçoit pas de dollars. Elle reçoit des roupies, des roubles. Ouais. C'est un véritable tournant. Eh bien, beaucoup de gens ne savaient pas que cela avait commencé en 2022, en réalité. Beaucoup l'ignoraient, parce que, évidemment, quand on regarde le niveau intellectuel et l'absence totale de moralité ou d'intégrité dans le corps journalistique occidental, bon, ce n'est pas beaucoup mieux en Russie, il est clair que la seule chose qu'ils font, c'est manipuler et dissimuler les faits. Et déjà à ce moment-là, c'était évident. La Russie disait, qu'allez-vous faire? Vous voulez nous attaquer? Essayez. Donc ils ne pouvaient rien faire, et c'était déjà en cours. Mais maintenant, quand l'Iran, qui est en gros le poste énergétique clé du Moyen-Orient, avec son importance stratégique mondiale, quand l'Iran, qu'on présentait comme un peuple arriéré qui ne se battrait pas, ils voulaient faire une révolution, renverser leurs ayatollahs et, vous savez, faire venir McDonald's et vous savez quoi, le striptease et la pornographie. Oui, donc voilà. Mais le fait est que maintenant, dans cette situation, l'Iran a déjà remporté la victoire stratégique. C'est lui qui, en gros, dirige le conflit. Il décide de la manière dont il se déroule, de la façon dont il avance. Et c'est cela, essentiellement la victoire. Et maintenant, soudainement,
Ces types contrôlent 20%, voire plus, du pétrole et du gaz. On a essentiellement les monarchies. La monarchie du Koweït s'est déjà enfuie. Elle a pris la fuite, manifestement. Il faut comprendre l'ampleur du phénomène. C'est mondial. Je veux dire, c'est un choc pour le monde. Et encore une fois, tout a commencé, j'en ai parlé en 2014, enfin, en réalité, le 7 janvier 2015, alors que les États-Unis voulaient le faire. Eh bien, nous y voilà. Alors, vous avez déjà perdu. Ils ne le savent tout simplement pas encore. Une fois qu'ils ont déclenché ce changement, surtout avec, vous savez, cette tentative de ce qui était en fait un coup d'État, un renversement à la manière nazie du gouvernement légitime en Ukraine, c'en était fini. C'était le début d'une nouvelle ère. Ils ne le savaient tout simplement pas. Et puis bien sûr, une fois que l'opération militaire spéciale a commencé, tout est devenu clair. Beaucoup de gens ne comprennent toujours pas l'importance de la soi-disant contre-offensive de 2023. C'est à ce moment-là que l'Amérique a été démasquée comme un tigre de papier. Le Pentagone a été révélé comme une bande d'imbéciles, incapables même de planifier une véritable opération. Ils n'ont pas compris l'ennemi. Ils avaient une idée totalement exagérée de leur propre capacité. Comment cela s'est-il terminé? Ils ont tué 200 000 de leur propre chair à canon. Ils ont été couverts de honte. Ils n'ont jamais atteint la première ligne de défense. C'est une opération, pour ainsi dire, qui sera étudiée dans les décennies et même les siècles à venir, comme un exemple de la manière dont il ne faut pas mener une guerre et de la façon dont les Russes, sans même beaucoup bouger, ont pratiquement anéanti toute l'offensive. D'accord? Les gens ne comprennent pas toujours la portée de cela. C'est mondial, c'est universel. Et donc, en conséquence, nous avons maintenant l'Iran qui dicte le rythme de ces opérations avec une sincérité absolue. C'est un pays puissant, doté d'un système politique pleinement fonctionnel, très sophistiqué. Il dispose d'une chaîne de succession et des moyens d'infliger des pertes massives. Et nous y voilà. C'est une révolution. C'est la décennie dont tout le monde parlait, si violente. Et pourtant, l'Occident a été vaincu. L'Occident uni a été vaincu. Cela réduit d'une certaine manière l'image des États arabes à long terme, car leur politique ne mène nulle part. Quant aux BRICS, cela n'a pas vraiment d'importance pour le moment si l'Arabie saoudite souhaite y adhérer. Non, tout le monde s'en fiche. Ouais. Je pense que les BRICS ont tout. Oui. Cela existe aujourd'hui et cela dispose de la capacité militaire. Et en réalité, maintenant l'Inde ne se contente pas de demander des S-400 supplémentaires. Elle demande aussi des Pantsir. Et nous savons que l'Iran a également été réarmé par la Russie et la Chine. Donc voilà, M. Pezhitkian. Oui, la Russie aide évidemment sur le plan humanitaire et la Chine aussi dans un sens humanitaire. Mais nous voyons maintenant l'émergence de ce monstre. Un monstre économique et politico-militaire de l'Eurasie. Et le déclin, la décomposition complète de... Eh bien, encore une fois, c'était une tragédie. Et maintenant, cela se répète comme une farce, en somme. Il y a de nombreux signes. Et comment le dire? C'est immense. Je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie, et j'ai vécu l'effondrement de l'Union soviétique. C'est d'un tout autre ordre. Quant aux Arabes, que puis-je dire? Des pays principalement corrompus et arriérés, vous savez, et ils le resteront. Ils ont essayé d'afficher une façade clinquante à Dubaï. Eh bien, ce ne sera plus comme ça, vous savez. Tu sais, André, c'est incroyable qu'on ait l'impression que ces États arabes pensent encore qu'ils jouent à une sorte de jeu. Comme si, tu vois, s'ils se joignent à eux, André. Alors que la situation est tellement grave en ce moment. Nous avons entendu le président du Parlement iranien. Ils affirment avoir des informations selon lesquelles, si les États-Unis entreprennent quelque chose comme capturer ou envahir l'une de ces îles, l'un de ces États arabes coopérerait avec eux.
Il parle particulièrement des Émirats arabes unis. Il ne les a pas nommés, mais à mon avis, il s'agit bien des Émirats arabes unis. Et ils vont simplement en faire un désert. Yeah, it's Iran gonna wipe out Oui, l'Iran va l'anéantir. Tu sais, il en a la capacité. Et l'Arabie saoudite le comprend. Les Émirats arabes unis cesseront essentiellement d'exister comme avant. Enfin, il y a un très bon proverbe qui a d'ailleurs été cité par l'un des cheikhs il y a environ 30 ans. Il a dit « Mon arrière-grand-père montait un chameau. Mon grand-père montait un chameau. Mon père conduisait une Rolls-Royce. Je conduis aussi une Rolls-Royce. Mais mes petits-enfants monteront à nouveau des chameaux. » Tu vois, c'est à peu près ça. Ils ont essayé d'intégrer une sorte d'alternative, quelque chose au-delà du pétrole et du gaz, mais même ça ne fonctionne pas vraiment. Je veux dire, même le fait que le chocolat de Dubaï soit devenu une chose maintenant. Depuis quand Dubaï, qui n'était qu'un village il y a 30 ans, a-t-il une culture du chocolat? Contrairement, disons, aux 600 ans pendant lesquels les Belges ont fait cela, ou au chocolat suisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ils vendent cette chose clinquante et sans valeur, tu vois, du chocolat à la mode de Dubaï. C'est quoi, du chocolat à la mode de Dubaï? Quoi? Ils y mettent du sable du désert. Donc oui, on peut voir que c'était toujours faux. Dubaï en soi n'est rien de plus qu'un tas de gratte-ciel en plastique et un centre commercial. C'est tout, pas de culture, pas de véritable histoire, rien à quoi on puisse se référer en disant « Oh mon Dieu, nous avons été ». Et oui, regarde l'Iran, depuis les Perses, ou nous dans le passé, une grande civilisation, une grande culture qui a marqué la civilisation humaine. Et ici, oui, ils étaient essentiellement des tribus jusqu'à l'émergence de l'islam. Et même à cette époque, il y avait cette, tu sais, expansion arabe qui a rencontré bien sûr le christianisme, surtout à travers Byzance. Donc c'est comme, je ne sais pas vraiment. Et ce ne sont pas des acteurs, ils ne peuvent rien faire. Ils n'en ont pas les moyens. Et encore une fois, il faut revenir à la célèbre réplique de Joseph Staline à Churchill, qui disait « Oh oui, le pape, tu sais, Rome peut faire ceci ou cela. » Et Staline posa cette simple question. Combien de divisions le pape a-t-il? Il faut être des gens pratiques. Seul le pouvoir compte. Ta capacité à te défendre, à te protéger, à riposter. C'est ainsi qu'on gagne sa liberté. Les Russes l'ont fait, les Chinois l'ont fait, les Nord-Coréens l'ont fait. Qui d'autre connais-tu? Et maintenant, l'Iran fait cela et cela change le monde. André, Donald Trump a dit quelque chose de vraiment important aujourd'hui, à mon avis. Lorsqu'on lui a demandé s'il allait protéger ces pays du Golfe, les pays du Golfe Persique, voici ce qu'il a répondu. La presse, eh bien, ils aimeraient probablement que nous restions. Mais si nous ne restons pas, écoutez, la chose formidable avec les avions qui volent à 2000 milles à l'heure, c'est qu'on peut y retourner très vite. Si nous ne restons pas, nous continuerons quand même à les protéger. Nous savons qu'ils ont été très bons, et le Qatar, l'Arabie saoudite en particulier. André, il a littéralement dit qu'on protégerait les pays du Golfe même si on ne restait pas. Tu te rends compte? C'est énorme. À distance, c'est ce qu'il a dit. Nous avons ces combattants. Il a littéralement dit « Nous avons ces combattants ». Oui, je veux dire, c'est ridicule. Le type, eh bien, vous pouvez écouter son discours d'hier, je crois. Il a dit que même si on lui proposait d'être le guide suprême de l'Iran, il ne voudrait pas du poste. C'est comme, tu vois, je veux dire, il vit dans un univers parallèle, d'accord? Donc oui, l'avis d'expulsion a été délivré et on ne peut rien protéger si on n'est pas sur place ou à proximité. Et oui, les Arabes, ils vont probablement retourner là où ils étaient, tu vois. Je veux dire, ils ont encore l'énergie et le pétrole. Mais maintenant que les 5 points de l'ultimatum iranien ont été énoncés,
Quel est le cinquième point? Ultimatum has been issued. What is the fifth point? We own the Hormuz Strait, which they do. Nous contrôlons le détroit d'Ormuz, ce qui est vrai, car le chenal passe essentiellement par les eaux territoriales iraniennes. Et c'est tout. Vous allez nous payer. Point final. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, si quelqu'un, Oman, a un problème avec ça, les Émirats arabes unis ont un problème avec ça, vous recevrez la visite de nos missiles balistiques. C'est aussi simple que ça. Le pouvoir décide de tout. Autre point, tout tourne autour de la nature du pouvoir, qui établit le nouvel équilibre des forces, l'équilibre mondial des forces. Et encore une fois, comme je l'ai déjà dit, si vous regardez les 10 dernières années, c'est stupéfiant en termes de dynamique. Et dans un sens historique, c'est instantané, en un clin d'œil, et le monde entier est réinitialisé. Je pense que nous vivons une époque très intéressante. Oh mon Dieu, c'est tout simplement incroyable ce qui se passe. Des volumes entiers seront écrits sur la façon dont le pouvoir a changé. Comment? Eh bien, j'essaie d'écrire mon 5e livre, mais je suis encore submergé parce que j'ai besoin d'assimiler tellement de choses. Mais oui, nous vivons la refonte complète de l'ordre mondial, et ce n'est pas du tout comme Huntington l'avait prédit. C'est quelque chose de complètement différent. André, avant de conclure, penses-tu que jusqu'à présent, d'après ce que nous avons vu des États arabes, il existe une certaine division? Le Qatar avec Oman est un peu... Eh bien, ça fait plus d'une semaine que l'Iran n'a pas frappé le Qatar. Parce qu'en coulisses, comme ils discutent avec les Iraniens, c'est un peu comme « Nous n'allons rien faire contre vous. S'il vous plaît, ne nous attaquez pas. » Et comment cela se passe-t-il? Nous savons que, André, tu as mentionné la zone verte en Irak. Depuis 2003, les États-Unis, avec certains pays de l'OTAN, sont présents en Irak, en exerçant un certain contrôle, tu vois. Mais cette époque est révolue. Et en ce moment, l'Irak devient une nouvelle sorte de foyer, car auparavant, on parlait du Hezbollah, de l'Iran, des Houthis ou d'Ansar Allah. Mais maintenant, on voit quelque chose de différent se dessiner en Irak, qui pourrait aussi s'étendre au Koweït. Et nous connaissons la situation au Bahreïn. Oui, il y a une population chiite. Même au Qatar, il y a en réalité une majorité chiite. Donc oui, il se passe toutes sortes de choses intéressantes là-bas en ce qui concerne la division classique entre chiites et sunnites. Mais il faut comprendre ce qui s'est passé avec l'Iran dans la rue arabe. La rue arabe compte, car désormais elle regarde l'Iran avec admiration. Elle regarde les chiites et se dit « Vous imaginez ?» Ces gens ne se contentent pas de riposter avec acharnement, ils sont en train de vaincre ce qui pour la rue arabe représente le mal absolu, à savoir Israël, et le second mal, les États-Unis. Et l'Iran est en train de leur infliger une sacrée défaite, vous voyez? Cela crée donc une dynamique complètement nouvelle. Donc, même pendant la guerre de 12 jours, c'était déjà clair. Mais maintenant qu'il est évident que l'Iran tient le volant, pouvez-vous imaginer la réaction de la rue arabe? Et ce sont des sunnites, d'accord? Il y a beaucoup de remises en question en ce moment concernant leurs récits, leurs histoires, appelez-les comme vous voulez. Mais nous savons avec certitude, et c'est facile à comprendre, que dans l'ensemble, la rue arabe applaudit et s'inspire de la résistance iranienne. Ils regardent ce qui s'y passe avec admiration. Et c'est énorme, vraiment énorme. On parle de centaines de millions de personnes, voire de milliards, qui assistent à un tournant historique. Et ce changement est colossal. Comme l'a dit Roger Waters lorsque nous parlions vendredi dernier dans le podcast Radio Criticus avec Larry et M. Walensky et moi, il a dit oui, la marée est en train de tourner. Voilà. André, que veut Zelensky en Arabie Saoudite? Il s'y est rendu aujourd'hui. Que peuvent-ils lui offrir?
Je veux dire, je ne sais pas. Oui, c'est complètement ridicule, d'accord? J'ai entendu dire qu'il avait été reçu par le ministre de l'Assainissement ou quelque chose comme ça, donc il n'a jamais vraiment parlé à quelqu'un d'important. Alors, écoute, je ne sais pas. Je n'ai pas de mots. Et oui, parler au ministre de l'Assainissement public, peu importe ce que c'était, c'est ridicule. Oui, merci beaucoup André d'être avec nous aujourd'hui. Comme toujours, un grand plaisir. D'accord. Au revoir, à bientôt. Au revoir.